Restons concrets. Il y a des questions des internautes. Chacun va avoir la parole. Sébastien, tu en as une concernant la santé, justement, on en a parlé. Une internaute qui nous a envoyé un message, c'est une septuagénaire qui est originaire de Bonneval, donc le secteur géographique de M. Vigier. Donc cette dame-là, qui s'appelle Réjeanne, a vu son généraliste prendre sa retraite récemment. Elle est diabétique, elle souffre d'hypertension et elle multiplie les coups de téléphone. Elle en a fait s'éditer d'une quinzaine et elle n'arrive pas à trouver de médecin qui veuille la prendre. Donc qu'est-ce qui va lui arriver à Réjeanne? Qu'est-ce qu'elle doit espérer de ce point? C'est un sujet sur lequel... avec gravité, j'ai essayé, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de faire passer une proposition de loi. Ça me permet de répondre à 100% président de région. D'ailleurs, j'ai vu une petite incohérence dans les propos de François Bonneau. Il dit « je vais être 100% président de région », on voit les résultats, la région va très mal. En étant député, l'avantage, c'est qu'on est à Paris, on peut éventuellement faire bouger les lois. Et il demandait dans sa même phrase, je ferai en sorte qu'il y ait plus de compétences données aux régions par la loi. Mais ça, ce qu'il veut avoir plus de compétences... Non, j'ai dit sur la santé. On parle de la santé. On parle de la santé, de notre programme pour la santé. Un mot, la santé, et un mot sur le 100% président de région. Sur la santé, j'ai redéposé une proposition de loi il y a quelques mois. Marie-Isole Touraine, votre ami, l'a balayée d'un revers de main. Le problème s'aggrave partout dans cette région. Ce n'est pas simplement des maisons médicales qu'il faut faire. J'ai accompagné très largement celle de Châteaudun, celle de Sivry et celle de Cloix qui est en train de sortir. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est des praticiens, plus de praticiens. Et donc, il faut pallier ce manque de médecins. Comment? J'ai demandé une augmentation de 30% du numerus clausus. C'est insuffisant. Mais ça sera des médecins dans 9 ans au mieux. Attendez, j'y arrive. J'ai demandé une augmentation. J'ai demandé, dans ma proposition de loi, à ce que les médecins qui s'installent là où il y a des zones surdotées ne soient plus conventionnés. C'est du concret, ça a été balayé par le gouvernement. J'ai demandé une modification... Et par votre camp? Non, là, le gouvernement de Mme Touraine, dans lequel... Non, c'est pas vous l'avez posé déjà avant. Mais j'ai la faiblesse... Mais moi, je reconnais les choses. Reconnaissez les choses. Je continue. J'ai proposé à Mme Touraine, il y a 3 mois, vous voyez l'intérêt d'être parlementaire, on peut servir, être efficace au quotidien, faire des permanences sur le terrain. François Bonneau, depuis 17 ans, les conseillers régionaux, vos conseillers régionaux, n'ont jamais fait de permanence terrain. Moi, j'en ai fait. Je suis le seul conseiller régional à avoir fait en Eure-et-Loire. Je continue. J'ai demandé à Mme Touraine qu'un interne en médecine qui a fini son cursus, qui n'a pas sa thèse, savez-vous combien il y en a à Tours? Il y en a 30, puisse s'installer. Ça a été refusé. Et justement, une qui devait venir à Bonneval et une qui devait venir à Cloix. Il faut justement faire bouger les lignes. C'est à la fois au niveau national, à la fois au niveau local. La désertification médicale, comme la fracture numérique, comme le problème de cette ruralité où les services publics ferment les uns après les autres, est quelque chose qui est devenu insupportable pour nos concitoyens. Et c'est là où il faut une région forte. Et l'intérêt, c'est pas un problème d'être à 100% président de région. 100% président de région avec les résultats qu'on a, ça veut dire qu'on est dans l'échec. La fois d'être un parlementaire président de région, ça a l'intérêt qu'on peut plus se poser dans les décisions, plus se poser au Parlement. On reste sur la santé. Et on peut plus se poser notamment, dans un mot, pour terminer, lorsqu'il y a eu le fameux contrat entre l'État et la région. On est parti d'une copie, on était en bas, on est arrivé, on a fait une marche, mais nous avons été malmenés par ce gouvernement. Donc vous voyez, vous auriez été parlementaire, vous auriez été plus puissant, plus fort et plus écouté. On reste sur la santé. Monsieur Bonneau, après Monsieur Loiseau. C'est important pour la clarté du vote que Philippe Vigier fasse de manière très, très claire ce qu'il a je resterai député président de région. Ce qu'il a dit à l'instant, c'est-à-dire la pratique du cumul. Deuxième point, je réponds. Sur le cumul, Jean-Patrick Gilles, député, attendez, votre premier vice-président qui est député, il n'a pas... Attendez, non mais il faut arrêter tout ça. D'accord. Deuxième point, sur la santé. C'est un sujet majeur aujourd'hui. Les jeunes médecins ne veulent plus s'installer comme les précédents. Ils veulent être dans le collectif. Manifestement, les maisons de santé pluridisciplinaires sont une solution. Il n'y en a pas assez. Nous en avons créé 58 dans ce mandat. 42 fonctionnent. Je veux qu'il y en ait 100 à la fin du mandat. Communes et communautés de communes. Deuxièmement, sur le numerus clausus, la ministre, à ma demande, vient d'annoncer une augmentation de 20 du numerus clausus sur Tours. Troisièmement, nous mettons en place, ça va ouvrir en janvier au CHRO, une formation qui va finaliser la formation des stomatos et des dentistes, qui va faire que chaque année, nous aurons 25 dentistes formés en région, finalisés leur formation en région. C'est une spécialité, c'est pas les stomatos, non, c'est pas les dentistes. Il ne faut pas mélanger tout, non, pardonnez-moi. Les stomatos, c'est une spécialité, c'est pas la formation de dentiste. C'est une formation complémentaire pour les dentistes déjà formés. Pardonnez-moi. Non, écoutez, vous n'allez pas apprendre le cursus des études médicales, biologie. Je suis allé installer
les locaux, ils vont fonctionner. Nous formerons des dentistes. Nous proposons une fac dentaire, c'est un peu plus ambitieux. Nous formerons ici. Est-ce qu'ils resteront? C'est toute la question. Lorsque vous accueillez lorsque vous avez une problématique d'ingénieur sur un secteur, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut mettre des classes préparatoires ou des écoles d'ingénieurs qui permettent de faire des stages et de rencontrer les entreprises? Il faut bien évidemment mettre des écoles d'ingénieurs et non pas des classes préparatoires. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont formés à Tours, à Nantes, etc. etc. Il ne peut pas y avoir de formation sur notre secteur. Il n'y a pas dentaire à Tours. Justement, nous faisons venir depuis Nantes, depuis Paris, etc. Des gens qui vont travailler ici, qui vont pendant 6 mois poser des bases ici, qui vont aller dans les différents cabinets. Et à partir de ce contact-là, un nombre non négligeable fonctionnera. On a le résultat avec les médecins. Lorsque vous mettez des médecins dans des maisons de santé pluridisciplinaires en zone rurale, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez à Sancerre, par exemple, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est concret. Un médecin ancien qui tout d'un coup fédère 3 jeunes médecins qui viennent s'installer avec lui parce qu'ils ont été stagiaires, qu'ils ont été formés par lui sur le terrain. Donc il faut amener sur le terrain les futurs médecins pour qu'ils puissent finaliser leur formation, connaître le territoire, nouer des liens et s'apercevoir qu'on peut et qu'on doit vivre très bien en région centre, y compris quand on est médecin. Vous voulez effacer les déserts médicaux, c'est ce que vous dites. Nous effacerons les déserts médicaux. Bien sûr. Je reçois d'ailleurs, je vois assez bien ce que vient de dire M. Vigier sur ce plan-là, sur le plan de la santé. Néanmoins, je constate quand même, je me répète, mais je suis obligé de le faire. Depuis plus de 30 ans que ces gens ont conduit ce pays en alternance, ont dirigé ce pays en alternance, on assiste à une désertification rurale énorme. Bon. C'est lié aussi à la disparition des agriculteurs dans nos régions. Donc c'est sûr que moins il y a d'agriculteurs, moins il y a de vie dans les régions. D'ailleurs, les services publics, les services de santé... Non, mais je veux dire, tout est lié. Non, ce que je veux dire, c'est que tout est lié. C'est pas seulement la santé, malheureusement. Il n'y a plus personne à soigner, les médecins s'en vont. C'est ça. Voilà. C'est pas vrai, les ruralité ne se dépeuple pas. Je vais poser un démenti là-dessus. Le sud de l'Eure-et-Loire, quand même, qui est très rural, progresse en habitant. Tous les services, qu'ils soient publics, de santé, les commerces, enfin, tout un ensemble, tout ça c'est lié. Mais c'est dû à vos politiques que vous avez menées chacun en alternance depuis des décennies. C'est aussi une question d'attractivité, hein, monsieur Loiseau. Voilà. Sophia Antipolis, un médecin pour 50 habitants, les gens ne sont pas plus malades à Nice que... Non, je sais bien. Mais alors, et les revenir à les spécialistes, c'est encore plus grave. Le problème maison de santé pluridisciplinaire, je peux parler. Qu'est-ce que vous feriez? Oui, je dis que ça ne va pas suffisamment vite, j'ai raison de le dire tout à l'heure. C'est bien de proposer une centaine de maisons de santé pluridisciplinaires en région centre, mais c'est trop lent. Alors après, ce sont des choix politiques, des décisions, des financements. Ça, c'est vrai qu'à mon avis, ça a été mal géré, cette histoire. D'autre part, je précise que dans ces maisons de santé, il est prévu un masseur kinésithérapeute par maison de santé, ce qui fait une centaine dans la région. Or, les besoins ont été estimés à 850. On voit bien là qu'il y a un souci et qu'il y a ça ne correspond pas aux besoins de la région. Au niveau informatif, très franchement, je peux visiter avec vous des maisons de santé où on a, je pense à 3 kinésithérapeutes. Il y en a une peut-être, je veux dire, la moyenne, enfin, vous savez que c'est 100, 150. Mais c'est la raison pour laquelle on a multiplié par 2, avec directement impacté sur le budget de la région, le nombre d'étudiants kinés est passé de 45 à 90 dans le mandat. Oui, très bien. Mais c'est encore, je veux dire, c'est très bien. On ne va pas voter contre ça, mais c'est insuffisant, ça ne va pas assez vite. Et voilà ce que je voulais dire. Que proposez-vous? Eh bien, c'est une question de choix politique. C'est toujours pareil. Quand on parlait d'économie tout à l'heure, c'est une parenthèse, mais c'est un constat. Les artisans commerçants, le budget est de moins de 3 millions d'euros. Bon, voilà, donc c'est la même chose au niveau... Non, mais monsieur Loiseau, là, vous êtes... Non, mais terminer sur la désertification médicale, peut-être... Une seconde, monsieur Vigier. Une seconde. On financera, mais ce n'est pas notre compétence, des chefs de clinique dans les 6 000 chefs-lieux pour créer de l'attractivité autour des centres hospitaliers. C'est comme cela qu'on arrivera à fidéliser autour de la compétence. Pourquoi ça crée l'attractivité? Expliquez. Parce qu'en médecine, excusez-moi, c'est un peu ma déformation professionnelle, quand vous avez des chefs de clinique, donc des hommes et des femmes qui ont fait bac plus 11, bac plus 12, lorsqu'ils sont dans un centre hospitalier, ils montent le niveau de compétence des services de ces centres hospitaliers. Donc c'est un moyen de générer une attractivité complémentaire. La région d'ailleurs le fait partiellement avec l'ARS. Il y a 4 postes de chefs de clinique qui sont cofinancés avec l'ARS. Vous voyez, je ne dis pas que rien n'a été fait, je dis qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le doyen, j'avais parlé avec lui, il faut aller plus fort, plus vite et plus loin. À Bourges, il faut le faire à Blois, et faire en sorte, chaque procédure s'est refusé, je me battrai pour qu'on puisse envoyer des internes dans des groupes cliniques privées comme par Orléans, qui est à Orléans, comme par exemple la clinique à la Chaussée Saint-Victor, parce qu'il y a aussi des pôles qualitativement très intéressants, c'est le cas également à Châteauroux, pour qu'on leur permette de se sédentariser. Je ne peux pas me résoudre à l'idée que 30% des internes de médecine générale de Tours
ma propre fille en sort, partent à l'extérieur, continuer leur cursus, parce qu'on n'a pas su générer l'attractivité. Enfin, la mise en réseau des maisons médicales par la télémédecine, nous financerons avec la région à 100% la connexion. Alors, on va passer à un autre sujet. Je voulais simplement, sur ce point, par rapport à ce que dit Philippe Michaud, dire que sur les chefs de clinique... Quand une cofinance. Non, sur les chefs de clinique en médecine générale, s'il ne le sait pas, je lui dis, mais je pense qu'il le sait, il y a une décision qui a été prise par le ministère qui va implanter et financer ces chefs de clinique. S'il y avait une nécessité de faire du cofinancement, mais ça a été décidé, il n'y aura pas besoin de cofinancement régional, c'est décidé. Mais François Bonneau, je suis heureux que le ministère vienne sur cette provision que j'avais faite dans la loi de financement de la sécurité sociale. Vous voyez comme quoi d'être député, quelquefois, ça fait avancer les choses. On va passer à autre chose. Monsieur Loiseau, vous avez parlé de commerce, vous avez parlé d'artisanat. Ça a été dit tout à l'heure, une des préoccupations majeures, c'est le chômage. Bien sûr. Alors, chacun va vous demander des réponses assez brèves puisqu'on approche de la fin du débat. Je vais être très court. Sur les aides à l'artisanat, au commerce, aux entreprises en général. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est que les aides, concernant les artisans seulement, l'enveloppe est de moins de 3 millions d'euros pour la région, ce qui est insuffisant. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut relancer une économie et relancer l'emploi. L'enveloppe globale, si mon souvenir est bon, je crois que M. Bonneau me confirmera, je crois que c'est de 5. Les aides aux entreprises a été, l'an dernier, été estimée, je crois que l'enveloppe était de 52,6 millions, je crois, pour l'ensemble de ces aides. C'est pour moi insuffisant. Je rappelle que ces PME, PMI, TPE, artisans, représentent tout de même 90% du tissu économique. Donc, bien entendu, nous aiderons ces entreprises financièrement parce qu'elles ont besoin d'être aidées. Il ne s'agit pas d'aider n'importe quelle entreprise, n'importe comment. Il y a des entreprises qui demandent des aides juste pour tenir, et ça me semble pas forcément une bonne solution. Vous les aidez prioritairement? Prioritairement, tout à fait. En matière de marché public, je pense qu'il faut donner l'accès et la priorité, quand c'est possible, à ces entreprises pour les mettre dans le cadre des appels d'offres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, oui, mais il faut le pratiquer. Et je pense que celles qui auront aussi l'idée de redistribuer des dividendes seront aidées un peu plus encore. Je pense que c'est une méthode de donner dynamisme à l'entreprise. Gaulliste et social. Mais non, mais gaulliste. Peu importe. Enfin, je la ne dis pas qu'il faut le faire. des aides. Celles qui le feront, pourquoi pas. Je suis tout à fait partisan sur ce principe. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de subventionner sans discernement certaines entreprises qui, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, délocalisent. Même chose pour les travailleurs détachés. Je pense que ça, même si on en a déjà discuté hier avec M. Bonneau, c'est vrai que... Donc c'est une condition. Oui, tout à fait, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, ça c'est à mon avis déjà une... Et puis aussi au niveau des demandes d'aide, simplifier ces demandes d'aide au niveau administratif, parce que c'est vraiment compliqué pour les entreprises d'avoir accès à ces documents et ainsi faciliter ces demandes d'aide. Monsieur Vigier. Juste, pardonnez-moi, avant, là, une question des internautes qui est en rapport avec de Thierry Foulard. Puis trop débit, bien entendu, à développer, ça va passer vite, je pense. Qui vous demande quelle sera la position des candidats concernant la continuité des aides cap artisanales destinées aux commerçants de la région. Vous répondez Philippe Loiseau, puis après on... Alors, répétez la question, ça dépend de... Quelle sera la position des candidats concernant la continuité des aides cap artisanales? Soit là. Quelle sera la position de la région sur la continuité des aides concernant le cap artisanal? Vous faites quoi demain pour cap artisanal? L'enveloppe est insuffisante, il faut la multiplier. On parle bien des artisans, on est d'accord. Il faut multiplier l'enveloppe par 3 ou 4. Voilà. C'est un choix financier. C'est-à-dire, ça fait combien? Eh bien, ça veut dire que rien que pour les artisans, on va multiplier par 12 à 15 millions d'euros, au lieu de 3, à peine, 2,9 millions exactement. Philippe Vigier. 5 choses. Plan de relance. On parle bien des artisans, on est bien d'accord. Pour l'emploi, plan de relance. Dans un premier temps. Je l'ai déjà expliqué, vous le connaissez, parce que le secteur des bâtiments travaux publics... 500 millions, 100 millions pour la région. Non, mais c'est M. Vigier qui parle. Oui, d'accord. Un plan de relance... Je ne fais pas de promesses, non tenues. Un plan de relance pour soutenir en particulier bâtiments travaux publics, transition écologique pour l'économie d'énergie, accessibilité handicapée et le très haut débit. 2, une simplification, tous les formulaires. Les mêmes que j'ai fait dans la petite communauté de communes où j'ai monté plein d'outils. Ils sont très simples. 3, PME, PMI, cap artisanal naturellement. Ça fera partie d'un projet que nous portons qui vise en particulier la ruralité avec le pacte pour la ruralité. Parce que PME, PMI, artisans, commerçants en milieu rural, lorsqu'ils ferment, c'est considéré comme un cataclysme par nos concitoyens. Nous interviendrons notamment avec les fonds de garantie de la région. 4, la préférence régionale sur les marchés publics pour favoriser nos entreprises locales. Nous le ferons. Je le fais en tant que maire. Ça marche. On peut le faire enfin. Et enfin, les filières économiques.
La région certes les soutient, mais nous irons beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et avec l'émergence de 2 nouvelles filières, une sur l'agroalimentaire, cette région produit beaucoup et transforme peu, 15% de transformation, et une sur les industries aéronautiques, j'ai eu l'occasion de le dire dans le Berry, on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises, il faut les mettre en réseau. La région Pays de Loire l'a fait, l'Aquitaine, c'est très puissant, et c'est dans les filières et dans les réseaux qu'on arrive à dégager de la puissance et à faire en sorte que pour l'innovation, la recherche et l'export, ces entreprises soient plus performantes. C'est différent des clusters? Parce que le cluster aéronautique, le centre est déjà avec le Pays de la Loire. Un cluster, oui, mais aérocentre, pour parler d'aérocentre, j'ai rencontré tous les acteurs, ils souhaitent qu'on mette vraiment en place une filière beaucoup plus puissante, qui d'ailleurs, à la faire travailler, que c'est les Pays de la Loire. Il faut savoir que c'est 22 000 emplois en région centre, Val-de-Loire, le domaine de l'aéronautique. Donc vous voyez, 5 points très clairs et puissants. François Bonneau, après, monsieur Loiseau. Non, après, François Bonneau, allez-y. Aujourd'hui, les PME, les artisans, pour un certain nombre d'entre eux, connaissent des situations qui sont particulièrement difficiles, y compris en trésorerie. Nous poursuivrons le soutien à travers un certain nombre d'aides lorsque des garanties doivent être apportées pour qu'elles aient accès aux produits bancaires. Nous poursuivrons cela. Nous poursuivrons pour l'équipement dans les entreprises. Les produits de demain, les services de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il faut investir dans l'industrie et le sous-investissement dans l'industrie est un mal de notre pays. Donc nous continuerons ces aides, bien évidemment en les conditionnant à la réalité de l'emploi. Il ne s'agit pas de donner des aides pour que ces aides ne permettent pas de développement. Deuxième aspect, je veux insister là-dessus, la formation est un point fondamental pour le développement de l'emploi et de l'activité, notamment dans l'industrie. Les métiers se transforment, il faut former en formation initiale. Nous avons rapproché la carte des formations des besoins grâce à la décentralisation qui nous donne depuis 3 ans la possibilité de le faire. Nous allons poursuivre et il faut un fonds réactif sur le terrain doté, je le propose, je vais augmenter sensiblement ces moyens. Alors c'est quoi ce fonds réactif? C'est très simplement, je prends une image, vous avez par exemple pour un certain nombre d'entreprises d'un secteur géographique besoin de spécialistes de maintenance ou de conducteurs de ligne. Vous avez dans le même territoire des femmes et des hommes qui sont privés d'emploi, qui sont à Pôle emploi, qui sont à la mission locale. Eh bien, on met les deux réalités au regard l'une de l'autre. On mobilise des jeunes ou des moins jeunes par rapport aux métiers qui existent et on met en place de manière très réactive et très rapide, et ça fonctionne bien, les formations qui vont conduire de l'un à l'autre en impliquant les entreprises dans les formations. Quel est le montant du fonds réactif actuellement? Il est à 8 et nous le passerons au minimum à 10 parce qu'il est très important. Enfin, je voudrais dire... 10 millions. Oui, 10 millions. 10 millions, pardon. Je voudrais dire que nous sommes dans une mutation très importante de l'activité, notamment de l'activité industrielle. L'usine du futur, ça a du sens. Pensez qu'en Allemagne, il y a 2 fois plus de robots. Si on dit le robot va supprimer l'emploi, c'est qu'on n'a pas compris la totalité. Le robot, il a besoin de techniciens, il a besoin de spécialistes qui vont le nourrir. Eh bien, dans nos grandes filières industrielles, je pense à la cosmétique, je pense à la pharmacie, il faut penser aux biotechnologies appliquées aux médicaments. Dans le secteur de l'aéronautique, on a fait énormément, on l'a créé ce cluster, vous le savez, 80 entreprises aujourd'hui dans l'aérocentre, qui travaillent complètement. Je suis allé au Bourget les rencontrer, j'étais à nouveau à Tours dans leur rencontre annuelle. Il faut faire de cette filière encore plus une filière créatrice d'emplois, parce que le secteur de l'aéronautique, on le voit par rapport aux commandes qui existent pour Airbus, ce secteur de l'aéronautique de la sous-traitance est un secteur porteur d'emploi.